Je vois les archétypes. Je vois les symboles à l'œuvre dans nos vies. Je vois les perles d'inspiration à notre portée. Je vois les sagesses que nous oublions. Je vois l'émerveillement prêt à enchanter nos quotidiens. Je suis la conteuse, celle qui raconte les contes, celle qui raconte les mythes, celle qui vous transmet des clés pour écrire consciemment votre histoire et nourrir par votre chemin notre humanité. Ce podcast n'est pas à consommer, il est à recevoir. C'est un espace de métamorphose, votre métamorphose. Bienvenue à celle, bienvenue à celui qui franchit les portes du seuil. Bonjour les amis, bienvenue dans les portes du seuil pour recevoir une initiation aujourd'hui d'un conte que pour une fois vous pouvez connaître, vous pouvez avoir des souvenirs d'enfance avec cette histoire, peut-être l'avez-vous raconté à vos enfants, peut-être avez-vous vu un film d'animation autour de ce conte issu de la tradition orale qui n'a pas d'auteur connu et qui vient justement de cette profonde espace de sagesse que les archétypes de contes nous communiquent pour nous éveiller, pour nous transmettre clés des clés qui vont nous permettre de vivre mieux avec nous-mêmes, avec les autres, et d'être dans cet espace de réalisation, d'abondance et de bienfait qui est à notre portée. Alors ce récit, je l'ai très souvent transmis lors de mes consultations, que ça soit de manière concrète au niveau du contenu même du récit ou au niveau des voies symboliques et archétypales. Et je l'accompagne souvent de pratiques rituelles pour rentrer dans cet espace de co-création d'abondance avec l'univers, parce que ce récit porte de très nombreuses clés de guérison et d'élévation par rapport à des situations que nous connaissons tous. Je ne vous dévoile pas tout parce que je ne vais pas vous spoiler l'histoire, mais ce récit est hautement guérisseur et thérapeutique. Il est proprement initiatique, hein, ça fait partie des récits initiatiques qui sont intemporels et qui sont apparus, on ne sait pas comment, et qu'on peut trouver dans différentes versions, dans différentes parties du globe. Donc, évidemment, en tant que conteuse, je vous raconte ma version, mais j'ai très très peu rajouté d'éléments par rapport à la trame issue de la tradition orale, qui est en fait l'ADN de l'histoire, parce que cet ADN porte en lui les voies symboliques, le chemin symbolique qui nous permet justement d'évoluer. Et c'est cette substantifique moelle que j'utilise dans mon travail thérapeutique en accompagnement individuel ou collectif, auquel vous pouvez faire appel si vous en ressentez le besoin. L'accompagnement collectif est pour les femmes, pour la voix de la déesse, à partir des contes et mythes relatifs à la déesse, de manière à ce que nous incarnions la déesse en nous et vivions dans notre pleine souveraineté. Ce récit fait partie d'ailleurs des initiations au féminin sacré et souverain. Et en individuel, j'accompagne toutes celles et ceux qui ont une problématique sur laquelle ils se sentent bloqués, qui ont pu avoir essayé d'autres outils thérapeutiques qui n'ont pas fonctionné, et également dans les moments où on a un projet à mettre au monde, à faire vivre, un projet qui résonne avec notre âme et pour lequel on a besoin d'un coup de pouce
pour que tout s'aligne, pour que ça s'aligne au niveau du ciel, au niveau de la terre, et que nous, justement, dans cet espace-là, nous puissions œuvrer à partir de notre cœur vers la réalisation de ce projet d'âme. Donc, voilà pour mes accompagnements. Ce conte-là, ce conte d'aujourd'hui n'est pas publié, en tout cas moi je ne l'ai pas publié en tant qu'écrivain conteuse. Bien sûr, vous pouvez trouver d'autres versions et puis le réécouter autant que de besoin pour qu'il fasse son chemin. Je vous invite aussi, pour celles et ceux qui sont dans ce cas de figure, à ne pas vous priver de l'écouter en famille, avec vos enfants, qu'ils soient jeunes ou adolescents, parce que c'est vraiment un conte qui est important. C'est pas pour rien qu'il a des milliers d'années et il est aussi très utile pour les jeunes et les plus jeunes pour les consolider, leur donner une base d'ancrage plus saine que ce que d'autres générations n'ont pas pu avoir, parce que les niveaux de conscience et de guérison du collectif n'étaient pas aussi aboutis qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, grâce à cette technologie du podcast et grâce à un éveil de conscience plus global, on peut désactiver beaucoup de choses. La Terre est en train aussi de vivre des métamorphoses très profondes. Donc rejoignons la nouvelle ère du vivant et laissons tomber tous les états de guerre interne, de guerre familiale, de guerre globale qui font partie du même système de corruption de la relation à nous-mêmes que vous allez comprendre avec l'illustration de ce récit. Donc, je ne déploie pas plus que ça mon propos. Éventuellement, si je le sens, j'interpréterai quelques éléments après le conte. On va se mettre en disponibilité pour l'accueillir. Je vous invite à prendre une inspiration longue, fine et profonde pour laisser partir tout ce qui vous a occupé jusqu'à ce moment. Une autre inspiration longue, fine et profonde pour laisser partir tout ce qui vous a préoccupé jusqu'à ce moment. Une troisième inspiration longue, fine et profonde pour vous déposer dans l'accueil de ce conte. Ressentez votre corps, l'espace dans lequel vous êtes. Déposez-vous pour recevoir la sagesse de cette histoire qui commence par Il était une fois. Il était une fois une famille avec deux filles. La première qui était le portrait craché de son père, la seconde, comme on dit, le portrait craché de sa mère. Ça ne se passait pas très très bien entre le père et la mère. La mère, qui n'avait pas un physique très avantageux, très gracieux, comme on disait à l'époque, savait qu'elle avait été épousée par la quête d'une alliance bénéfique et ça la blessait profondément à l'intérieur. Elle savait qu'elle était un bon parti, comme on disait également à l'époque, mais sa quête d'amour n'avait pas été comblée par ce mariage, comme d'ailleurs son mari ne l'était pas plus qu'elle. En tout cas, sa fille aînée ressemblait à son mari, ça l'agaçait. Quant à sa fille cadette, elle, eh bien, elle était souvent aussi bougonne que sa mère, aussi, aussi en colère, aussi peu rieuse et peu enthousiaste que sa mère, tandis que la fille aînée, elle portait de la joie. Son père était plus joyeux, plus serein. Il était heureux d'avoir fait un bon mariage. Il en était satisfait. Il pouvait
profiter de la vie comme il le souhaitait, et il était profondément épris de sa fille qui était le soleil de son cœur. Et cette jeune fille, d'ailleurs, était douce, intelligente, aimante, aussi radieuse que souriante. Son père mettait en elle tous ses espoirs. Hélas, il n'eut pas le temps de la voir grandir ni de la soutenir, car la mort l'emmena sur un autre chemin. La mère, l'épouse, devint donc veuve, et elle se retrouva avec ses deux filles qui très vite seraient des jeunes femmes à marier. Et que vais-je faire, se lamenta-t-elle. Mes moyens finalement ne sont pas si étendus, je ne pourrai pas donner des dots équivalentes à chacune de mes filles. Et en plus, celle qui est plus belle aura plus de demandes que l'autre. Elle était en pleine contradiction intérieure parce que si elle ne dotait pas sa fille la plus belle, elle ne se marierait pas non plus. Donc, la rage la saisissait, l'angoisse la saisissait. Elle se demandait constamment ce qu'elle allait faire si elle restait avec une fille sur les bras. Et en plus, elle ressentait une injustice très profonde par rapport à cette situation. Donc, elle se défoulait sur son aîné qui finalement était traitée comme une femme à tout faire dans la maison. Elle avait mille et une tâches à gérer, de l'âtre jusqu'au potager, du potager jusqu'au champ, des champs jusqu'en forêt, et sa mère l'envoyait même à 2 lieues de la maison chercher de l'eau dans un puits, juste avec une cruche, ce qui l'obligeait à faire plusieurs allers-retours par jour. Voilà. Donc, c'était une situation difficile où la jeune femme faisait ce qu'elle pouvait. Elle aimait sa mère, elle souhaitait la contenter autant que possible. Et au moment où commence ce récit, on est au crépuscule entre le jour et la nuit, au moment où les formes perdent leur contour. La jeune femme arrive avec sa cruche devant le puits, et au pied du puits, elle distingue une forme avachie. Elle se demande si cette forme est humaine ou pas. Elle s'approche et distingue une peau si flétrie qu'elle ressemble à du bois mort. Dans cette peau, des rides si profondes qu'elle ressemble à de la terre desséchée. Cette personne est-elle vivante ou est-elle en train de trépasser, se demande la jeune femme, apeurée. Puis-je vous aider demande-t-elle. Oh, mon enfant, comme je me sens mal. Vois comme je suis desséchée, j'ai si soif. Aide-moi. Aussitôt, la jeune fille se précipite pour aider à soulever cette vieille femme qui ressemble à du bois mort. Et sa peau est non seulement craquante, mais son odeur pestilentielle, comme si déjà elle se décomposait. Pour autant, sans rechigner, la jeune femme la serre dans ses bras pour la relever, et une fois la vieille bien assise, elle puise de l'eau, remplit la cruche, donne à boire à la vieille qui boit goulûment, qui boit tant et tant que la cruche se vide d'un trait. Elle a encore soif. La fille puise l'eau du puits, lui donne à boire. La vieille boit goulûment, vide la cruche d'un trait. La jeune fille puise de l'eau du puits, lui donne à boire. La vieille boit goulûment, redemande de l'eau. Et ça dure 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. La jeune femme a les bras tellement endolorie qu'elle s'effondre quasiment tant que l'assoiffée finit par être rassasiée. Et après cet effort, la jeune femme est un petit peu assommée, un petit peu épuisée. Elle s'assoit à côté de la vieille qui lui dit: «Mais comme tu as été bonne, comme tu m'as nourrie, comme tu m'as sauvée.» Sa peau
Sa peau redevient repulpée. Elle peut bouger les mains, elle se redresse. D'ailleurs, elle soutient aussi la jeune femme pour la relever. Elle lui caresse délicatement le visage en lui disant: «Pour te remercier, ma douce, ce sont des paroles d'or qui sortiront de ta bouche. Le soleil que tu es embellira le monde.» Bon, la jeune femme ne comprit pas un mot de ce que la vieille lui disait. En plus, elle remarqua qu'il faisait maintenant nuit, donc elle était quand même assez inquiète de devoir repartir chez elle. Heureusement, la lune était pleine et ronde, donc le sentier était éclairé. Elle remercia poliment la femme, puisa encore une fois de l'eau du puits pour cette fois ramener une cruche bien remplie à sa famille, et elle se guida grâce aux rayons de lune pour retourner chez elle. Et puis elle ne se retourna pas, donc elle ne vit pas que dans la pénombre du puits, la vieille perdit sa peau de vieille. Elle sourit à la lune, se leva prestement, s'étira, soupira et disparut dans un rire. Qu'il est bon d'être une fée, entendit-on dans son sillage. La jeune femme, à la cruche, revint chez elle. Sa mère l'interrogea: «Mais que se passe-t-il? Tu as mis un temps fou. J'ai eu tellement peur qu'il te soit arrivé malheur en route. Après tout, tu es une jeune femme. Peut-être n'aurais-je pas dû t'envoyer là-bas. Que s'est-il passé? As-tu rencontré quelqu'un? As-tu une mésaventure?» «Non, non, ma mère. Je, J'ai vécu une étrange histoire. Voilà que j'étais au pied du puits et puis il y avait là une vieille laquelle j'ai donné à boire.» La mère l'arrêta tout de suite car de sa bouche jaillissaient des pépites d'or. De sa bouche jaillissaient des fleurs au parfum enchanteur. Que se passe-t-il, ma fille? Quel est ce sortilège? Je ne sais pas, ma mère. J'ai donné, comme je te disais, j'ai donné de l'eau à boire à la vieille. Je lui ai donné à boire, à boire, à boire parce qu'elle n'était pas rassasiée. Et elle m'a dit que j'enchanterais le monde de beauté, que je l'enrichirais d'or avec l'étincelle de mon âme. Et cette fois-ci, c'est 1000 écus qui s'échappèrent de ses paroles. Face à ce prodige, la mère, enfin, eut le cœur léger et en plus, elle eut une idée. Le lendemain, elle annonça à sa fille préférée: «Ma fille, tu vas prendre la cruche, tu vas te rendre au crépuscule au puits, et n'oublie pas, tâche de bien te tenir et de faire ce que l'on te demande. Il en va de ton devenir, il en va de ta destinée. Une chance nous est donnée, regarde bien ce qui arrive à ta sœur, c'est inespéré.» Bien fagotée, parée d'une élégante cruche en étain, la jeune femme, plutôt bougonne, rechignait à aller chercher l'eau du puits. Bon, elle partit tout de même en bougonnant. Elle arriva, posa sa cruche sur le rebord, observa, elle fit d'ailleurs le tour du puits. Je ne vois personne. La vieille, es-tu là? Es-tu là, la vieille? Je viens pour t'aider. Ce n'est pas une vieille qui surgit de la pénombre, mais une fée resplendissante. J'ai bien soif, ma jolie. Me donnerais-tu à boire? Oui, si vous voulez. Vous êtes tout à fait capable de prendre l'eau vous-même. Je peux vous prêter votre seau, mais vous pouvez puiser par vous-même, vous n'êtes pas vieille. Bien sûr, je ne suis pas vieille, ma jolie, mais souhaiterais-tu faire un geste pour moi, juste pour me faire plaisir? Soit, si vous voulez.
La jeune femme descendit l'eau, elle tira, tira, tira en pestant, donna l'eau à la fée. Bon, je suis bien contente que la vieille soit pas là, au moins je ne vais pas me fatiguer. Voilà, bah, buvez, madame. La fée but, mais sa soif ne fut pas étanchée. Jeune fille, pourrais-tu me redonner de l'eau? J'ai encore soif. Mais vous vous moquez de moi, madame. Vous avez vos deux bras. Écoutez, je vous ai servi une fois. Tenez, voilà mon seau si vous le voulez. Servez-vous, puisez donc vous-même. Es-tu sûre, jeune fille, de ne point vouloir m'accorder de ta bonté? Oh, écoutez, ma bonté est arrivée une fois, hein. Après tout, vous n'avez pas besoin de moi. Moi, je suis venue pour aider une vieille et pour recevoir des écus. Donc, je ne suis pas venue pour vous aider. Mais ça me ferait vraiment plaisir que tu le fasses et que tu vois si ton cœur a envie d'être généreux. Bon, écoutez, moi, je ne vais pas rester là toute la nuit, donc soit vous utilisez le seau, soit vous me laissez. Je vais te laisser, jeune fille. Sortira de ta bouche ce que tes mots représentent. Va maintenant. Sans un mot, la cadette tourna les talons, sa cruche vide sous le bras, se dit qu'après tout, hein, elle n'allait pas non plus faire le travail de son aîné. Elle repartit chez elle et retrouva son chemin. Elle eut un petit peu de difficulté, mais elle finit par rentrer. Et sa mère la guettait sur le seuil, inquiète. Ma chérie, l'as-tu vue? L'as-tu aidée? Parle, parle, parle! Je ne sais pas, ma mère, j'ai donné à boire à une fainéante et... Ah, 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 cria sa mère, mais que se passe-t-il? Crapauds et anguilles visqueuses jaillirent de sa bouche. Qu'as-tu fait, enfin, mais serais-tu gourde? Pour une fois que je t'ai demandé de te secouer les puces et de faire comme ta sœur qui a toujours fait contre mauvaise fortune bon cœur, n'aurais-tu pu aider? Raconte-moi ce qui s'est passé. Oh, mais moi je n'ai pas que ça à faire, ma mère, je ne suis pas la bonne à tout faire, et la bonne bien gentille. Et là, c'est un marécage glauque qui envahit la pièce. De rage, la mère renia son enfant, elle chassa la jeune fille aux paroles d'or, non sans avoir pris soin d'engranger de quoi vivre confortablement. Pars, pars et ne reviens jamais, tu trouveras bien sur ton chemin une heureuse rencontre. Il en sera ainsi, car ainsi va la vie. En route, la jeune femme aux paroles d'or traversa montagnes et vallées. Le prodige se renouvelait là où elle s'arrêtait. Or et beauté rappelaient à chacun la magie du Verbe inspiré de bonté. Mais elle ne souhaitait pas en profiter. Simplement, elle vivait. Heureuse, en forêt, un jour qu'elle fagotait, des chasseurs l'interpellèrent. Éloigne-toi donc, manante, nous poursuivons un cerf. À la tête de la meute, elle aperçut d'ailleurs un prince. Sire, n'avez-vous pas suffisamment à manger pour tuer le roi de la forêt, lui demanda-t-elle. Le prince fut interpellé. Mais que fais-tu de mon prestige? Lui répondit-il. Je suis le prince, je dois tenir mon rang. Oui, vous devez tenir un rang, mais est-ce que ça doit être celui d'un meurtrier? Vous avez suffisamment à manger, vous n'avez pas besoin du cerf pour vous restaurer ou pour festoyer. Ce ne sont pas simplement les fleurs d'or qui sortaient de sa bouche qui interpellèrent le prince, mais la sagesse de ses paroles. Il la pria de bien vouloir faire sa connaissance. La jeune femme accepta, la chasse d'ailleurs fut interrompue, ils prirent le temps de faire connaissance et depuis on dit que leur chemin fut parsemé de roses et que les diamants sur la route furent répartis pour le plus grand bien de tous. Alors, voyez-vous ce récit que vous avez peut-être reconnu,
Moi, il m'avait beaucoup interpellée petite parce que je crois que je sentais lorsque nous disons des paroles qui portent en elles de la laideur, qui portent en elles de la restriction au niveau du cœur, donc au niveau de l'âme, par rapport aux paroles qui ouvrent l'espace, qui génèrent de l'expansion au niveau du cœur et donc de l'abondance, parce que l'abondance n'est qu'une manifestation de la beauté, des ressources qui sont à notre portée, qui sont là pour nous. Et je parle de l'abondance vertueuse, pas de la cupidité et de la manipulation. Je parle de la véritable abondance et de la véritable richesse qui peut bien entendu également être matérielle. Et cette allégorie archétypale qui place en fait le plan à la fois du couple des parents qui, bien sûr, distillent dans leur descendance leurs propres problèmes. C'est là que nous avons tous à travailler sur l'inconscient familial et le transgénérationnel pour nettoyer ce qui a été mis en nous et qui nous active sans que nous en ayons parfois même conscience ou que nos perceptions ne suffisent pas à désactiver en fait ces mécanismes et c'est ce qu'on voit chez la jeune femme qui est bougonne comme sa mère parce que sa mère est dans un mariage qui n'est pas un mariage de cœur mais un mariage d'intérêt et que son cœur se referme et sa fille porte cette souffrance. Or, sa fille, comme tout le monde, reçoit une chance d'évoluer et c'est là qu'intervient la fée qui lui propose d'évoluer et d'ouvrir son cœur à un endroit qui n'est pas lié à l'intérêt, qui n'est pas lié à la distorsion qui a créé le couple déséquilibré de ses parents et qui a déséquilibré la vision du monde en conséquence. Et la jeune femme a une opportunité mais elle ne la voit pas parce que son regard est resté étroit par rapport à un objectif qui est un objectif relié à l'espace du manque, à l'espace de la comparaison. Et donc ça crée une forme de cupidité, une sécheresse du cœur. Et cette épreuve qu'elle aurait pu gagner et donc gagner une ouverture, une expansion, elle ne la franchit pas. Son autre sœur qui, effectivement, est dans des dispositions peut-être plus favorables dans une certaine mesure, puisqu'elle est d'une nature différente, plus légère, plus joyeuse, plus aimée, euh, dans le sens de l'action, parce qu'on a aussi un yang derrière le paternel qui insuffle une autre énergie. Bon, je ne vais pas tout détailler parce que c'est pas l'objet ici, mais elle est soutenue d'une autre manière que sa sœur cadette, mais en même temps, elle subit, elle, des distorsions qui viennent de son quotidien, qui viennent en fait de sa mère qui est restée dans la frustration et la comparaison. Et au lieu de se refermer, d'entrer dans l'endroit de la rage ou de la victimisation, cette jeune femme continue de faire tout en gardant une innocence, une fraîcheur. Et ça rend disponible. Ça rend disponible aux miracles que la vie met sur notre chemin, car il y en a toujours qui sont là pour nous. Et c'est là que cette fée, cachée dans l'écorce d'une vieille pestilentielle, eh bien, elle lui propose un rite de passage, puisque ce récit ne parle que de rite de passage, et nous avons tous des rencontres de ce type dans notre vie, et la jeune femme y va. Elle ne compte pas son temps, elle ne compte pas son effort, elle ne compte pas son engagement par rapport à l'autre, et sans arrière-pensée, sans calcul, sans arrière-plan. Et cet endroit-là d'innocence,
de pure générosité et d'altruisme, est un endroit qui reçoit toujours de l'abondance. Bien entendu, je suis consciente que cette parole puisse sembler naïve à notre époque, mais je ne crois pas que ça soit naïf. En tout cas, moi, j'ai toujours construit ma vie comme ça et j'ai reçu des soutiens. Je continue d'en recevoir, je continue d'en donner et je ne suis pas la seule à avoir cette valeur de l'espace du cœur ouvert qui donne et qui génère en fait sa beauté. La beauté est là au sens de l'abondance, non pas pour être jolie, mais pour être dans le sens de l'harmonie du vivant. Et donc, on a cette allégorie finale où elle-même habite sa parole pour se positionner en faveur du vivant et de la beauté, et donc aussi recadrer le masculin qui revient en boucle, hein, après le masculin paternel qui revient là sous le personnage du prince, pour que lui aussi ait la possibilité de s'aligner dans une justesse, dans une éthique par rapport au vivant. Donc vous voyez, cette histoire que j'ai nommée dans cette version que j'ai écrite Parole d'or, eh bien on est bien loin de l'or sonnant et trébuchant, même s'il est là et qu'il est bienvenu. On est vraiment dans cet or alchimique, l'or qui est la dernière étape du processus alchimique, non pas pour s'enrichir, mais pour rayonner de la beauté de notre être. Voilà, j'espère que cela vous inspire, que cela génère de l'alchimie en vous. N'hésitez pas à réécouter cette histoire, elle contient énormément d'arrière-plan. Elle est un rite initiatique, c'est ce pourquoi vous êtes là dans les portes du seuil. Je vous remercie. Partagez-moi vos émotions, vos réactions. Il peut y avoir des rêves, il peut y avoir des prises de conscience, il peut y avoir des discussions tout à fait inspirantes avec votre entourage, avec vos enfants. N'hésitez pas à partager cet espace de transcendance par rapport aux valeurs qui sont encore dominantes dans notre société et qui sont celles de la parole néfaste, de la calomnie, de la diffamation, du jugement hâtif et de l'enfermement. Euh, Essayons de retrouver nos paroles d'or pour embellir notre vie et embellir le monde. Merci, à bientôt.